Et bonsoir à tous, bienvenue pour le retour d'un meet-up à Montpellier organisé via des gens de Montpellier et du coup on est très content parce qu'en plus on accueille du coup une société montpelliéraine pour venir nous parler et du coup ce soir c'est le Montpellier DevOps qui ne reprend pas officiellement avec le même rythme que d'habitude. Mais on est très content de pouvoir relancer Anima un meet-up dans cette phase compliquée. On en discutait juste avant, off, avant de lancer le live. C'est vrai que c'est un peu. C'est une période compliquée, on le sait. Il y a beaucoup de communautés en ligne. C'est dur de motiver les gens forcément à être ultra présents. Et voilà, on essaye de faire ce qu'on peut au niveau de l'équipe d'organisation. Et puis voilà, on pourra en reparler à la fin du talk, de bien évidemment. Et en attendant, du coup, je vais laisser nos amis de GoToScale se présenter rapidement. Et après, on lancera le talk. Je pense que ça me semble être un bon programme. Et puis comme ça, tout le monde pourra aller manger à l'heure. Parfait. Tu peux nous dire si vous voyez bien l'écran, c'est bon? Comme ça, on s'appuie dessus. Non, il n'y a pas l'écran, mais si vous voulez, je peux mettre votre écran si vous avez envie. Ouais, on en aura besoin pour après, mais vas-y, comme ça, ce sera prêt. Allez, c'est parti. Ok, cool. Eh bien, bonjour à tous. Je suis Aurélien Cogé, donc le CEO de GoToScale. En quelques mots, je vous explique mon parcours, comme ça, vous allez voir d'où je viens. Je suis diplômé de l'UTC, l'école d'ingé à Compiègne. Suite à ça, j'ai fait mes études. J'ai fait une première expérience en développement en PHP, pendant laquelle j'ai pu toucher à la gestion de projet. Ensuite, je suis parti à Nantes, chez Soprasteria, où ça s'est bien passé. C'est une ESN où ça s'est très bien passé. Où là, j'étais vraiment en charge de pilotage projet avec un encadrement des équipes techniques. Et ensuite, après 3 ans, je suis parti à Montpellier, où j'ai rejoint une startup dans laquelle j'étais Scrum Master et dans laquelle j'ai rencontré Thomas. Et du coup, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Thomas. Donc, je suis CTO de GoToScale. Pour revenir sur mon parcours, moi, j'ai commencé à bosser dans l'IT, dans l'administration système Linux, sur des systèmes dits HPC. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. HPC, c'est l'acronyme de High Performance Computing. Et en fait, c'était un domaine dans lequel, enfin, c'est toujours un domaine dans lequel on installe des clusters de calcul Linux de plusieurs centaines à plusieurs milliers de nœuds dans des centres de recherche, donc notamment à Montpellier, le CINES. Et donc, j'ai fait ça chez Atos, en fait, anciennement Bull, mais ensuite Atos. Bull a été racheté par Atos. Et donc, voilà, donc, j'étais sur ce côté admin 6 et j'entendais de plus en plus des mots-clés qui revenaient à mes oreilles et qui étaient de plus en plus prenants, de genre DevOps, Cloud, que je ne pouvais pas vraiment explorer dans ce domaine-là. Et donc, c'est pour ça que je suis parti dans cette fameuse startup dont vous parlez, Aurélien, à Montpellier, et au sein de laquelle j'ai commencé à mettre en place des méthodologies DevOps au sein des équipes de développement pour vraiment leur permettre déjà de simplifier leur boulot et de simplifier le plus possible le passage de je développe quelque chose à ce quelque chose il tourne en production dans des conditions saines. Et voilà. Et du coup, au fil de nos heures de travail, on partageait beaucoup de choses avec Thomas. Donc sur notre façon de faire, comment on voyait les développements, qu'est-ce qu'on voulait pour une équipe de développement, comment elle peut être efficace, ce qu'elle doit pouvoir faire. On a monté la société en fait en 2020, début 2020, sur laquelle en fait au début on proposait nos expertises dans ce qu'on savait faire, la partie gestion de projet agile pour moi et la mise en place des méthodologies DevOps pour Thomas. Et au fil des prestations qu'on faisait, on a remarqué qu'on devait très régulièrement remettre en place la composante CI/CD du DevOps dans les entreprises et dans les équipes projets avec lesquelles on travaillait. Parce que soit elle était vieille, très vieille, peu maintenue. C'est vrai on a rencontré peu de personnes avec lesquelles on interagissait directement dessus, qui étaient experts de leur pipeline CI/CD. Et donc, on a surtout fait ça. On a en grande partie fait ça. Et à force de le faire, on s'est dit pourquoi on ne capitaliserait pas, nous, en interne, parce qu'on a remarqué qu'on réutilisait un grand pourcentage, plus de 50% en tout cas, on réutilisait en grande partie les mêmes jobs qu'on avait proposés lors de la prestation d'avant. Donc, on a commencé à construire un dépôt tout simple en interne GoToScale pour s'appuyer dessus et accélérer aussi nos prestations.
En plus de les accélérer, ça permettait d'avoir des jobs qu'on avait déjà éprouvés, qu'on avait déjà testés, qui étaient à jour. Donc, ça devenait intéressant. Et petit à petit, on a eu l'idée d'aller plus loin sur cette partie de capitalisation de jobs CI/CD en créant complètement ce qu'on appelle un hub sur lequel on pourrait aller piocher via une URL, enfin quelque chose d'assez simple, pour intégrer un job dans son pipeline. Donc ça, c'est les prémices de ce qu'on va vous présenter. De l'aventure GoToScale, on a nos services sur lesquels on intervient sur des missions, mais on construit aussi ce produit qui s'appelle R2DevOps et qui aujourd'hui représente un hub. Et c'est là-dessus qu'on va travailler tout à l'heure. Hein. On va vous présenter deux modes de fonctionnement. Et quoi dire d'autre sur le hub? Alors oui, on l'a construit en interne GoToScale et on s'est dit que Thomas et moi, on a des compétences dans certaines technos, le Python, le PHP, mais on ne connaît pas tout. Et on ne peut pas proposer un hub. Il y a parfois des prestations où on manque de quelque chose, où il n'y a que du Python ou du PHP. Donc, on l'a ouvert à la contribution. Et il y a un guide de contribution que vous verrez tout à l'heure, comment contribuer pour enrichir ce catalogue. Donc, on fera un petit point sur les métriques juste après. Voilà. Et tout est open source. Et tout est open source. Tous les jobs sont open source. Sous licence MIT ou Apache 2, mais... C'est ça. Donc, quelques métriques pour que vous voyez où on en est aujourd'hui. On a fait une photo, en gros, on a lancé une première version en novembre, et là, on a fait une photo de quelques métriques. Aujourd'hui, le hub, il propose 44 jobs open source qu'on parcourra tout à l'heure pour voir un peu les différents niveaux et contenus. On a 10 contributeurs, donc il y a une partie des contributeurs qui sont internes GoToScale, comme nous, bien sûr, mais il y en a aussi qui nous ont rejoints, qu'on ne connaissait pas et qui ont trouvé l'idée intéressante, et qui contribuent sur des technos qu'on ne connaissait pas du tout. On a 13 forks, on a 31 stars, et on l'utilise chez 4 de nos clients. C'est-à-dire que pour les prestations qu'on a faites, nos clients ils vont se servir sur le hub pour exécuter leur pipeline CI/CD. Le projet comporte 220 merge requests et plus de 55 000 récupérations de jobs. Donc, sur la map juste après, on vous a fait une petite map pour voir un peu l'utilisation. C'est beaucoup utilisé sur des projets hébergés en France, essentiellement pour nous et nos clients. Les gros points aux États-Unis, ça doit être les instances GitLab. Mais après, le reste, on voit que ça commence à être utilisé par des personnes qui soit nous ont rencontrés via ce qu'on fait ce soir ou une communication. Et donc, on reçoit du feedback d'un peu partout. Ça devient très intéressant. Alors, quand on a commencé à construire le hub, on s'est demandé aussi pourquoi on le faisait. Et on peut passer à la slide après, comme ça on va voir tout de suite. On a remarqué que la mise en place des pipelines, d'après nos prestations qu'on a faites chez nos clients, ça demandait beaucoup de choses. Et on s'est dit, mais comment on peut essayer d'améliorer ça pour tous les développeurs qui développent. Et il y en a de plus en plus aujourd'hui. Ce qu'on remarque, c'est que la maintenance de ces pipelines était très compliquée. Il y avait beaucoup de lignes de code, des configurations CI/CD qui étaient dures à lire et il fallait quand même un certain niveau d'expertise pour comprendre. Au niveau de la documentation, je ne vais pas dire zéro parce qu'il y a quand même de temps en temps des commentaires dans les fichiers YAML, essentiellement sur GitLab. Il y a quelques commentaires, mais soit ça devient illisible et généralement, il n'y en a pas beaucoup. Donc, à relire, ça devient très compliqué. On duplique aussi nos jobs. On a remarqué qu'avant de faire, c'est ce qu'on faisait même nous au départ avant de faire le hub, si on voulait réutiliser un job qu'on avait déjà fait, on le dupliquait. Donc au niveau de la maintenabilité, c'est pas top. Le niveau de confiance aussi, c'est-à-dire qu'on avait des jobs, on a toujours des jobs qui sont utilisés et qui ont été utilisés qu'une fois. C'est ce que je vous disais au départ, c'est que maintenant les jobs qu'on utilise, on les a déjà utilisés puisqu'ils viennent du hub et du coup ils sont éprouvés. On a déjà fait pas mal de cas de tests dessus. Ce qu'on aime beaucoup chez GoToScale, c'est de partager nos expertises et ce qu'on sait faire et aussi recevoir des personnes qui connaissent des sujets que nous, on maîtrise moins. Et ce n'était pas rendu possible aujourd'hui, donc on va essayer d'améliorer ça. Et un dernier point que vous avez certainement rencontré si vous avez créé vos propres pipelines CI/CD, c'est le temps de création et d'essai. Parce qu'un pipeline ou une conf CI/CD, elle marche rarement du premier coup. Donc, il faut lancer un premier pipeline. Parfois, c'est long. Parfois, ça consomme des minutes. Et jusqu'à arriver à un résultat, OK, c'est ça que je voulais. Donc, tout ça, c'est notre constat. Et on va essayer de réduire les points qui sont trop à droite et d'augmenter, par exemple, le niveau de documentation.
via R2 DevOps. Donc, ce qu'on va vous proposer là, c'est un exemple. Thomas, il va vous expliquer à travers un exemple d'un projet Python. Ce qui se passe, ce qu'on a remarqué, parce que nous, on se constate généralement, je ne dis pas que ça arrive tout le temps, mais généralement, c'est ce qui nous permet de faire notre constat, ce qu'on constate chez les équipes de développement, et après, comment on peut contourner et améliorer tous les points que je vous ai montrés au-dessus en utilisant R2 DevOps. Du coup, ce fameux projet de démo sur lequel on va s'appuyer aujourd'hui pour vous montrer l'utilisation du hub, il s'appelle le Grid API. Et en fait, c'est une API faite en Python basée sur le framework Flask qui permet de jouer au morpion, donc de créer des grilles de morpion, jouer dans une grille de morpion, manager des grilles de morpion en fait. Donc voilà, bon, c'est un projet qui est en accès public sur GitLab, donc vous pouvez aller jeter un œil si vous voulez voir comment on utilise le hub à travers ce projet. D'ailleurs, je pense que je peux copier-coller le lien dans le chat directement. Voilà. Donc, ce projet, aujourd'hui, spécialement pour cette présentation, on a appliqué une conf qui n'utilise pas du tout le hub dans un premier temps. Et donc, l'idée, c'est qu'on regarde ensemble cette conf, ce qu'elle fait, comment elle est faite, et qu'ensuite, on regarde comment utiliser le hub pour remplacer cette configuration. Du coup, la conf, déjà, on va regarder le pipeline qui résulte de la configuration. Donc, on a fait ici un pipeline en 4 étapes. Alors, pour ceux peut-être qui n'ont pas l'habitude d'utiliser GitLab, je vais rapidement décrire comment se construit un pipeline sur GitLab. Ok, François, j'ai dans ton message. Du coup, ce pipeline, il est en 4 stages. Le premier stage, static test, donc qui regroupe en fait des jobs qui vont faire des tests statiques sur le code. Donc, au sein d'un stage dans GitLab, tous les jobs, donc qui sont les bulles que vous voyez ici, sont lancés en parallèle. Et les stages, eux, sont lancés de façon séquentielle. Donc, quand un pipeline se lance, tous les jobs static test se lancent. Lorsqu'ils sont tous terminés, on passe au suivant, et ainsi de suite. C'est la conf par défaut. Ici, ce qu'on a, c'est que dans la partie static test, on va avoir un job qui va lancer nos tests unitaires en Python, un autre job qui va lancer un outil fourni par Shift Left Security, en fait un bundle de testeurs statiques de sécurité, qu'on appelle SLS Scan. On a SuperLinter, qui est un job qui va limiter notre code. Privy Dependency, qui va s'assurer que dans les dépendances Python qu'on a notifiées dans notre PIT-file, il n'y a pas d'outils avec des CVE connus, des vulnérabilités connues, en sachant que Privy Dependency est capable de faire ça pour d'autres gestionnaires de dépendance que le PIT-file, en fait, en Python. Ensuite, on a une étape de build, donc qui permet d'abord de builder une image Docker qui contient notre API et de la publier. Un job OpenAPI. En fait, dans notre API, on a un fichier de conf OpenAPI qui définit toutes nos routes d'API et qui suit le standard OpenAPI. Et via ce job, on build une documentation en format HTML. Ensuite, dans la partie dynamic test, ici, on a 2 jobs. Donc, un premier Nmap qui lance l'image Docker qu'on vient de créer et qui regarde quels ports sont ouverts. On a un job Privy Image qui prend l'image Docker qu'on vient de builder et qui regarde s'il y a des vulnérabilités connues dans tous les outils qui sont installés au sein de l'image. Et enfin, on a un stage review, parce que ici, on est dans une branche de feature. Donc, l'idée, c'est qu'on déploie un environnement de review pour chaque branche de feature. Donc ça, c'est un exemple type. Ça, c'est pas propre au hub du tout. C'est un exemple type de ce que peut être un pipeline sur une API Python. Et on va jeter un œil rapidement à son fichier de conf. Alors, je vais zoomer un coup. Je pense que là, c'est bon pour tout le monde. N'hésitez pas à me dire si c'est trop petit. OK. Donc là, on est dans le fichier de conf GitLab. Donc en fait, par convention, la configuration GitLab CI, elle est dans un fichier qui est à la racine de votre repo et qui s'appelle .gitlab-ci.yml. OK, la taille est parfaite, nickel, merci.
Du coup, ici, dans notre fichier, la première partie, c'est la définition de la liste des stages. Donc GitLab, comme je vous l'ai dit, il fonctionne avec des stages, et chaque job qu'on va définir ensuite, ils feront partie d'un stage. Donc ici, on a plusieurs stages. Bon, vous remarquez d'ailleurs qu'on a certains stages qui ne sont pas lancés dans le pipeline, mais c'est normal, enfin c'est possible dans GitLab, c'est juste qu'il n'y a aucun job dans notre contexte qui appartient à un de ces stages qui se lance. Ensuite, on a une partie workflow qui n'est pas très, alors j'allais dire qu'elle n'est pas très intéressante, qui est super intéressante pour gérer vos pipelines, mais qui ne va pas trop nous intéresser pour ce soir. Il faut juste retenir que ça permet de lancer des pipelines de merge request. Et ensuite, on a nos jobs. Alors là, on a la partie Python. Pour chacun des jobs, pour que vous compreniez bien le contexte ensuite des jobs qui sont sur le hub, on a plusieurs options essentielles. Donc la première option, qui est l'option stage, qui permet de spécifier au sein de quel stage est ce job, enfin doit se lancer ce job. Image, là, on va spécifier une image Docker au sein de laquelle, qu'on va utiliser pour en créer une instance. Et cette instance, donc ce container, c'est à l'intérieur que va se lancer le script du job. Ensuite, on a une option variable où là, on peut définir des variables d'environnement qui seront injectées dans le container, donc accessibles à travers le script. Et ensuite, on a les étapes de script. Alors ici, c'est découpé en deux. On a du before script où on a deux étapes. Donc là, c'est du shell. Hein. Donc vous écrivez du shell. Et ensuite, on a script où là, on a une seule étape. Vous pouvez aussi avoir de l'after script dans GitLab. Donc là, basiquement, ce qui va nous intéresser ce soir, ce n'est pas forcément le contenu des scripts. Justement, le but du hub, après on verra, c'est que vous n'ayez plus vraiment à vous en soucier. D'ailleurs, ce qu'on va regarder, c'est surtout la longueur du fichier et sa complexité. Donc là, je vais descendre très rapidement pour montrer un peu l'étendue de ce que peut être une conf et sa longueur. Donc là, cette conf, voilà, on arrive au bout, c'est plus ou moins le pipeline que vous venez de voir. Si je dis plus ou moins, c'est parce que, par exemple, on a un seul job qui n'est pas lancé dans le pipeline que vous venez voir, qui est page, et qui ne se lance pas sur les branches d'issue, qui se lance que sur la branche par défaut du repo. Donc, il ne s'est pas lancé dans notre cas. Mais sinon, tout ce que vous voyez au-dessus, c'est pour créer le pipeline maintenant qu'on a vu ici. Voilà. Donc maintenant, cette conf, je la trouve trop complexe. On n'arrive pas à la maintenir au sein de notre équipe, pour tous les critères qu'Aurélien vous a décrits juste avant, en fait. Donc, je vais vouloir utiliser le hub R2DevOps. Donc, ce hub, l'adresse, elle est ici. Alors, je voulais publier dans la section commentaires pour que vous puissiez y accéder, mais je ne peux pas. Donc, François, je t'ai envoyé le lien toujours dans le private chat. Je te laisserai transférer. OK. Du coup, quand vous allez sur l'adresse, donc sur l'adresse du hub, r2devops.io, donc vous tombez sur la page d'accueil. Sur la page d'accueil, alors il y a quelques liens qui sont intéressants. Si le hub vous intéresse et que vous voulez aller creuser un peu plus loin, vous pouvez rejoindre notre communauté Discord ici, via ce bouton. Si vous voulez qu'on discute un peu plus en détail sur comment implémenter le hub dans vos projets, ici en haut, là, vous pouvez réserver un créneau d'un meeting et on peut discuter avec plaisir de votre cas et comment le hub peut s'appliquer. Et il y a également ici le lien vers le repo qui, en fait, ça, on vous l'expliquera plus en détail tout à l'heure, mais le hub, si vous voulez, aujourd'hui, c'est un monorepo sur gitlab.com. Donc, vous pouvez y accéder via ce lien. Et vous pouvez également rajouter une étoile. Je vois qu'on a déjà plus 2 étoiles. Alors, je ne sais pas si ça a été fait ce soir, mais si c'est le cas, merci. N'hésitez pas à en rajouter. Pareil, j'envoie le lien à François vers le repo. OK. Du coup, ici, on est sur l'accueil de notre hub. La partie qui va nous intéresser d'abord, c'est la doc avec le Get Started.
Du coup, cette partie Get Started, vous avez une section Use the Hub. Il faut rapidement se mettre à utiliser le Hub. Et il faut savoir que nous, vraiment, notre objectif avec ce Hub, c'est qu'il soit plug and play et que vous puissiez, en quelques clics, implémenter le Hub dans votre projet. On sait que chaque projet est différent. Et donc, on verra tout à l'heure que chaque job, vous avez une possibilité de personnalisation. Mais vraiment, notre objectif, c'est que si vous êtes dans un projet dit standard pour votre langage que vous utilisez, je ne sais pas moi, par exemple, vous êtes sur un projet JavaScript, que c'est structuré, vous êtes sur un projet React, pardon, que c'est structuré comme un projet React classique, que vous ne faites pas des choses qui sortent des sentiers battus. Logiquement, la plupart des jobs du Hub, vous pouvez juste les prendre et venir les brancher. Et après, faire quelques réglages si besoin. Mais normalement, vous le prenez, vous le branchez, ça fonctionne. Donc, ce qui va nous intéresser là, c'est la partie Quick Setup. Donc, au tout début de cette partie Quick Setup, on vous donne une liste de stages à coller dans votre fichier de configuration GitLab. Alors, pourquoi cette liste de stages? C'est parce que chaque job qui est dans le Hub, il a un stage par défaut. Parce que par définition, un job dans GitLab, il se doit d'être dans un stage, il doit avoir un stage. Donc, chaque job du Hub, on lui en a choisi un par défaut, selon cette liste de stages qu'on a déterminée, alors qui peut encore évoluer, mais qu'on a déterminé comme étant une liste de stages classique et qui peut fonctionner dans la majorité des cas. Donc avec d'abord une étape de test statique, donc sur le code, sans lancer l'application du tout. Ensuite une étape de build, une étape de test dynamique, où là on va instancier le code et on va lancer des tests, par exemple des tests end-to-end, des tests fonctionnels, des choses qui n'ont pas juste besoin des lignes de code, mais qui ont besoin d'une instance fonctionnelle. Une partie provision, pour certainement faire du provisioning d'infrastructure. Une partie review, pour déployer des environnements de review. Un stage release pour créer une release. Un stage deploy pour déployer votre code. Et un stage other pour mettre tout ce qu'on n'a pas su mettre ailleurs. Et en fait, qui n'a pas vraiment de place par défaut. Et que, en fait, tout ce qu'on met dans other, concrètement, on vous laisse le mettre où vous voulez. Et cette liste de stage, si aujourd'hui, vous avez besoin de créer un pipeline, vous n'avez pas de liste de stage en tête, vous pouvez la prendre, la copier-coller. Maintenant, c'est absolument pas une contrainte. Si vous avez déjà une liste de stage, si vous voulez utiliser celle-là, mais dans un autre ordre, si vous voulez vraiment personnaliser ça, c'est possible. Et on va voir tout à l'heure que chaque job, par défaut, il est dans un stage, mais vous allez pouvoir surcharger ça et mettre le stage que vous voulez, qu'il soit dans cette liste. Mais donc, basiquement, on part du scénario où vous arrivez from scratch, vous copiez-collez cette liste de stage. Et ensuite, ici, on vient rajouter tous les jobs. Alors pour ça, on se base sur la feature include de la conf CI GitLab. Donc, en fait, cette option, elle permet de lister des fichiers externes, donc des fichiers YAML externes, à venir inclure dans votre conf dynamiquement. Donc ça peut être des fichiers, il y a plusieurs options, il y a l'option locale, il y a l'option template, qui sont les templates qui sont intégrés à GitLab. Et nous, pour le Hub, on va se baser sur la partie remote. Et donc, concrètement, ce que ça fait, ici, quand vous allez mettre l'URL d'un job, et quand votre pipeline va se lancer, GitLab, il va faire un curl sur le Hub, enfin, il va faire une requête HTTP en fait sur le Hub, il va récupérer le contenu du job et il va l'intégrer dans votre CI. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir dans la liste des jobs, quel job on va sélectionner. Donc la liste des jobs, elle est accessible ici. Et là, vous avez tout. Donc, tout est rangé par stage. Donc, on va pas passer chaque job en revue parce qu'on n'a que 2 heures malheureusement. Mais, donc, vous avez dans la partie static test, vous allez avoir beaucoup de jobs qui sont sur des tests unitaires, qui sont sur des tests de sécurité statique, des tests de dépendance, des linters. Alors historiquement, on n'avait pas beaucoup de jobs Java, mais là on a 2 contributeurs récemment qui se sont mis à en ajouter, donc on commence à voir pas mal de choses.
sur du Gradle, sur du Maven. On a aussi notre premier job Go qui est arrivé la semaine dernière, je crois. Pareil, un nouveau contributeur. Là. Et voilà, donc pour la partie test. Ensuite, donc partie build, on a pas mal de jobs qui permettent de builder de la documentation, donc avec du MKDoc, du APIDoc, OpenAPI. On a aussi des jobs qui permettent de builder des images Docker, de les publier, de lancer votre script build dans NPM ou Yarn. Voilà, on a des tests dynamiques qui permettent de lancer des tests fonctionnels, faire des tests de sécurité dynamiques, tester les performances de vos applis web, lancer du Dusk. Sur la partie provisioning, pour l'instant, on s'est plutôt focalisé, je dirais, sur la partie CI que CD. Donc, on gonfle notre catalogue sur cette partie-là. Mais alors, bien sûr, si vous voulez contribuer à ajouter des jobs CD, c'est avec plaisir. Il n'y a aucun problème à ça. Et donc, sur la partie CD, aujourd'hui, on a un job de review qui vous permet de publier sur Kubernetes via Helm, dans des environnements de review. On a un job qui permet de faire une migration de base de données via Artisan, déployer à travers SSH et déployer votre site statique sur GitLab Page. Et à côté de ça, donc dans Others, on a plusieurs jobs qui permettent, alors notamment pour Composer, NPM et Yarn. En fait, l'idée, c'est que vous incluez ce job dans votre pipeline et il va installer vos dépendances et créer un cache dans GitLab pour éviter que dans chaque job, vous ayez besoin de refaire un NPM install ou un Yarn install. Enfin, vous allez le faire, mais il utilisera le cache, donc vous ferez uniquement les différences. OK. Alors, du coup, les jobs qui vont nous intéresser ici, pour la présentation, j'ai un peu triché, je me suis préparé un fichier de conf tout prêt. Alors, on va aller le voir ensemble. Je le committerai après. En attendant, on va aller voir ce qu'il y a dedans. OK. Donc, comme tout à l'heure, ce qu'on a au tout début, c'est une liste de stage. La liste de stage, ici, on prend juste la liste de stage du hub. On n'a pas cherché à la personnaliser. Et ensuite, on a notre fameuse section include. Où là, alors la première partie, c'est un template. C'est toujours le template de workflow dont je vous parlais tout à l'heure, qui permet de lancer des pipelines de merge request. Mais ce qui va nous intéresser, c'est surtout toutes les lignes remote ici, et où vous voyez, on vient inclure des jobs. Alors, du fait que je vois l'URL, ça me fait penser que je ne vous ai pas montré le plus intéressant dans les jobs. C'est la doc d'un job en lui-même. Et donc, je vais vous montrer ça tout de suite. On va prendre par exemple Python test. Voilà. Donc, chaque job, il a une documentation complète. La première chose, je pense, la première information que vous allez avoir envie d'avoir tout de suite en arrivant sur la page d'un job, c'est bien beau, j'inclus une URL dans mon fichier de conf, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que ça va chercher? Et donc là, via cet onglet, vous pouvez voir le contenu de chaque job. Donc concrètement, en YAML, qu'est-ce que c'est ce job? Donc vous avez le contenu directement. Et dans la partie doc, donc au tout début, vous avez l'objectif quel est l'objectif en termes de feature, qu'est-ce qu'apporte ce job. Le how to use it, c'est un quick setup sur comment utiliser ce job. Donc certains jobs, ils sont plug and play, donc ils ne nécessitent rien. D'autres jobs, ils ont des prérequis à avoir dans votre projet. Par exemple ici, le job de test unitaire Python, il faut que vous ayez des tests unitaires Python dans votre projet. Sinon, le job ne pourra pas faire de magie, malheureusement. Donc voilà, vous avez à chaque fois des étapes avec le lien remote à inclure. Vous avez certains détails sur le job. Donc, le job name,
cette information elle est super importante parce que quand vous allez vouloir personnaliser le comportement du job, vous allez avoir besoin de réutiliser le nom du job. On va voir juste après comment faire. L'image Docker de base qui est utilisée pour instancier le conteneur dans lequel le job va se lancer. Le stage par défaut. Et le when, ça décrit quand est-ce que le job va, dans quelles conditions le job va se lancer. Alors, dans la plupart des jobs, tant qu'on reste sur la partie CI, on va toujours être sur du always par défaut. Donc vous pouvez surcharger. Et c'est sur la partie CD où là, on va pas être en always parce qu'on ne veut pas que dans chaque branche du projet, ben, la partie deployment se lance. Donc ensuite, vous avez une section super importante, c'est la section variables. Et ici, qui sont toutes les variables qui vont vous permettre de jouer sur le comportement du job. Donc par exemple, ici, on a, je vous parle de ça parce qu'on va l'utiliser juste après, on a la variable test framework qui permet de choisir la commande à lancer dans le job pour lancer les tests unitaires. Donc par défaut, c'est PyTest parce que le créateur du job a déterminé que c'était le framework le plus courant sur Python. Maintenant, nous, dans notre exemple, on n'utilise pas PyTest. Donc, on va voir comment surcharger cette variable et pas utiliser sa valeur par défaut, mais en définir une nouvelle. Et voilà, donc il y a plusieurs variables. Donc, dans chaque job, vous avez le détail. Ok, bah, très bien. Là, par exemple, on a l'exemple de si je veux changer le framework de test, comment je fais. Donc, l'idée, c'est que, en plus de la section include que vous avez dans le fichier, ben, vous allez pouvoir redéfinir le job, donc avec son nom. À l'intérieur du job, redéfinir uniquement les parties que vous voulez surcharger. Donc ici, le job Python test, quand vous faites include, en gros, c'est tout le bloc du job qui vient se mettre dans votre CI dynamiquement. Et là, vous n'avez pas besoin de tout redéfinir. Vous allez redéfinir que ce que vous voulez surcharger, que les parties dont vous voulez modifier le comportement par défaut. Donc ici, ben, je viens surcharger la partie variable. Et je viens surcharger la variable test framework. J'aurais pu mettre plusieurs variables et j'aurais pu surcharger d'autres options. Ensuite, dans la doc, vous avez la partie licence. Donc là, on est sur une MIT. Et ensuite, on a la partie changelog. Parce que tous ces jobs, vous pouvez les utiliser dans leur version latest. Mais si le job évolue du côté du hub, eh ben, vos pipelines vont évoluer avec et vont venir chercher la nouvelle version du job. Donc ça, c'est pas vraiment recommandé si vous voulez avoir des pipelines qui fonctionnent de la même manière demain qu'aujourd'hui. Si vous relancez, par exemple, aujourd'hui, vous êtes à un commit, vous avez un pipeline qui se lance sur ce commit, le job qui est utilisé, il vient du hub, il est dans c'est une version spécifique du job. Si vous relancez ce même pipeline sur cette version du commit dans 2 mois, si vous avez mis du latest, ce ne sera pas le même job qui va se lancer, si le job a été mis à jour sur le hub. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on préconise. Donc, ce qu'on permet à travers le hub, c'est de venir chercher, de la même manière qu'une image Docker, qu'une release, vous allez pouvoir venir chercher un job sur une version spécifique, plutôt que sur latest. Et bon, bien sûr, à chaque fois, vous avez un changelog sur les modifications entre les versions. Et tout à la fin, vous avez le nom du maintainer avec un lien vers son profil GitLab. Il n'y a pas ici, mais dans un des jobs, peut-être API Doc, il y a aussi un lien vers les issues. Alors, de mémoire, je crois qu'il y a une issue ouverte. Pas sur API Doc. Sur SLS, non? Ouais, sur SLS. Ok, c'est ça. Donc ouais, effectivement, on a une section en plus, en fait, qui centralise toutes les issues qui sont ouvertes et qui sont en cours dans le repo du hub, qui concernent ce job. Donc voilà, enfin, quand vous utilisez un job, vous avez tout de suite l'information de quelles sont les issues sur ce job, est-ce que ça va impacter votre façon d'utiliser, est-ce qu'il y a des nouvelles features qui vont arriver. Ça vous donne de l'info en plus. Et du coup, ça me permet aussi de vous montrer une autre section des jobs qui n'y est pas toujours, mais on va plutôt aller pas dans Git, dans Maven Test.
Voilà, dans la partie artefact. Alors, un artefact, dans GitLab CI/CD, enfin, même de façon plus générale, hein, mais en tout cas, la façon dont c'est implémenté dans GitLab CI/CD, c'est on indique à GitLab qu'à la fin de votre job, vous avez un résultat que vous voulez conserver. Ça peut être un résultat de build, par exemple, donc que vous voulez conserver pour utiliser dans les jobs futurs ou pour récupérer manuellement. Ou ça peut être un résultat sous forme de report. Donc vous avez lancé vos tests unitaires, ça a donné des résultats, et ce report, vous voulez le conserver. Parce que traditionnellement, quand on n'a pas les reports, pour aller voir le résultat de test, il faut comme ça aller voir dans les logs du job, et c'est pas vraiment user-friendly. Voilà, je suis dans un cas assez simple où j'ai 4 petits tests et qui fonctionnent. Et quand ça ne fonctionne pas, vous pouvez vite vous retrouver avec des logs assez horribles. Et donc, GitLab, pour pallier à ça, fournit une option de report. Et en fait, si votre job est capable de formater son résultat dans un format supporté par GitLab, par exemple le format JUnit, vous pouvez injecter ça dans GitLab et d'une manière bien intégrée et user-friendly, vous allez voir les résultats d'erreur dans la merge request. Et si nos jobs, alors nous, on fait en sorte que le plus possible de nos jobs soient intégrés à ce niveau-là pour vous apporter de la valeur ajoutée. Et si c'est le cas, on le décrit dans la section artefact du job. Voilà. Pour la doc d'un job, on a tout vu, donc on va pouvoir retourner à notre fichier de conf CI qui est ici. Donc fichier de conf, donc vous voyez, on inclut chaque job avec son URL les uns après les autres. Et en soi, si je veux utiliser chaque job dans leur configuration par défaut, mon fichier s'arrête là. Enfin, sauf si vous avez des jobs custom que vous mettez dans votre fichier CI à côté du hub. Ça, c'est possible, c'est absolument pas exclu, mais à partir du principe que vous utilisez uniquement des jobs du hub, vous pourriez vous arrêter là. Mais là, on a personnalisé des jobs pour vous montrer comment faire. Et parce qu'aussi, concrètement, on sait que chaque projet a ses spécificités. Donc, dans la plupart des cas, vous allez surcharger certaines variables pour personnaliser le comportement. Donc, la première partie, c'est Python test. Donc ici, on inclut le job ici, et on vient le surcharger. Donc pour le surcharger, on réécrit le nom du job. Par contre, il faut que ce soit le même. Parce que quand GitLab va merger le YAML final, pour qu'il puisse comprendre que ici, vous surchargez Python test, il faut que le nom soit le même. Qu'il puisse merger les dictionnaires côté YAML. Et donc, dans Python test, on vient surcharger la partie variable et on vient modifier la variable test framework. Ça, c'est une surcharge de variable. Je pense que vous avez compris. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à me le dire, mais ça, je pense que vous avez compris. Mais la surcharge ne s'arrête pas là. En fait, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez surcharger. En fait, toutes les options qui existent dans la conf GitLab, vous pouvez venir la surcharger dans un des jobs du hub. Donc, par exemple, ici, on a notre job nmap. Job nmap, ce qu'il fait, c'est qu'il prend une target, ça peut être une adresse IP, ça peut être un nom de domaine, et il va s'exécuter dessus, regarder tous les ports ouverts et nous faire un rapport au format HTML. Et ce nmap, par défaut, il va taper sur un nom de domaine qui s'appelle app. Alors, si vous incluez juste le job, ce nom de domaine, il n'existe pas, et donc nmap ne va pas trouver de target. Donc, ce qu'on fait ici, c'est qu'on vient surcharger. En fait, là, on ne fait même pas de la surcharge parce que cette option service, elle n'existe pas dans le job. Ici, on vient ajouter en plus dans le job une option GitLab qui s'appelle service et qui permet de démarrer des containers, enfin d'instancier des containers à côté de votre container du job. Et ici, en fait, on vient démarrer le container qu'on a buildé dans le job Docker build ici. On lui donne comme alias app. Et donc, notre job nmap, il peut aller taper sur son container voisin, qui est app et qui contient l'instance de notre API Python, pour pouvoir faire son test de port ouvert. Ensuite, là, on a un autre exemple d'ajout d'option, TreeVimage, qui est un job qui nous permet de valider, de vérifier s'il y a des failles, s'il y a des vulnérabilités connues sur les outils qui sont installés dans notre image Docker. Donc, on vient mettre
allow failure true pour autoriser ce job à fail. En fait, dans GitLab, quand un job fail, ça stop net votre pipeline et plus rien ne se passe. Et donc, avec ce type d'option, vous dites, bah, lève-moi un warning, mais permet au pipeline de continuer. Alors, c'est pas un truc que je vous recommande, le allow failure true sur des failles, sur des vulnérabilités, mais dans ce cas-là, c'était pour vous donner un exemple. Et enfin, là, on va aller sur de la surcharge un peu plus poussée. Donc, sur Helm Review. Donc, ce job, il nous permet, en fait, avec un chart Helm, de déployer dans Kubernetes un environnement de review pour notre API. Il y a un nouvel environnement de review éphémère qui est créé à chaque branche de feature. Donc, le job en lui-même, il contient toute une partie script qui permet de faire ça, de faire ce déploiement en utilisant Helm et en utilisant un fichier de variables. Donc ici, on vient surcharger deux variables, mais ce qui va nous intéresser, c'est surtout le after script. Parce que ce job, Helm Review, lui, il reste générique, on lui donne un chart, on lui donne des fichiers de value, il fait son déploiement, mais il ne va pas plus loin. Et nous, ce qu'on veut, en plus de déployer notre API Python, on veut avoir une base de données dynamiquement créée qui peut être utilisée par cette API pour que l'environnement de review fonctionne réellement. Et donc pour ça, on vient surcharger ce job avec une section after script. Alors ça aurait pu être before script, mais on a fait un after script, et où on vient faire deux calls d'API pour instancier, pour créer une nouvelle base de données et donner les autorisations pour notre environnement de review. Et on vient même ici déployer aussi la partie front-end qui permet d'interagir avec notre API Grid pour que, à travers l'environnement de review, quelqu'un n'ait pas besoin de lancer tout le setup en local, il ait aussi le front-end pour pouvoir tester le résultat. Petite histoire aussi sur ce mode de fonctionnement, donc, que moi j'appelle un environnement de review lié à la branche. Pour certains des clients, et puis même dans des projets sur lesquels on travaille, ça peut être très intéressant de faire valider une feature en utilisant quelque chose qui fonctionne, donc un environnement actif, et c'est rendu possible grâce à ce genre de mécanisme. Si vous voulez présenter à votre client quelque chose sur lequel vous êtes en train de travailler, en termes de feature, de rendu, de quoi que ce soit, eh bien, vous n'avez pas besoin de déployer un environnement de stage ou quoi que ce soit. Vous pouvez directement, via une URL qui est générée au moment du déploiement, qui est temporaire et qui sera détruite à la fin, lui dire d'aller jeter un œil ou même de faire review à votre collègue en lui envoyant l'URL, ce qui lui évite d'aller tout charger en local et de tout lancer. Exact. Et du coup, voilà, comme dit Aurélien, cet environnement, il se crée tout seul à travers le pipeline quand vous créez votre branche d'issue. On appelle ça branche d'issue, c'est les branches, les branches qui sont liées in issue dans GitLab. Et dès que vous mergez, c'est détruit. OK. Du coup, là, on est arrivé au bout du fichier de conf. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce fichier de conf, le résultat va être le même qu'avant. Donc, l'idée de cette démo, c'était ça, c'était avec le même fichier, avoir le même pipeline, mais avec un fichier drastiquement différent. Dans un cas, tout configuré en local et dans l'autre cas, qui utilise le hub. Et donc voilà. Donc je vais le commit. On va le lancer. Et pendant ce temps, on va discuter d'autre chose parce qu'il va prendre 6 minutes, je pense, notre pipeline. C'est medium aussi. OK, du coup, on va retourner sur la liste des pipelines. Et là, c'est parti. Donc, le pipeline est lancé. Alors là, on va vous parler un peu plus en détail du hub en attendant que le pipeline se lance. Et ensuite, on pourra voir le résultat. Exact. OK. Et il faut que je retrouve la fenêtre. La présentation. La présentation. OK. Ici. Alors là, le temps que le pipeline se lance, on va vous parler, me donner un peu plus de détails sur le contenu, parce que vous avez vu qu'il y a des jobs, il y en a une quarantaine.
Et nous, ce qu'on veut proposer, c'est pas non plus des jobs qui sont un peu sur lesquels on ne sait pas ce qu'ils font vraiment. On ne rentre pas dans le détail, hein, comme on disait au départ, on ne connaît pas toutes les technos. Par contre, ce qu'on veut, c'est assurer une certaine structure. Vous avez peut-être remarqué au moment où Thomas a parcouru plusieurs jobs, la doc de plusieurs jobs, ben, on s'est retrouvé toujours dans le même environnement. Donc, il suffit de regarder une doc de job. Il y a un temps d'adaptation, hein, de comprendre comment c'est fait. Et ensuite, si on passe sur un autre job, on est tout de suite efficace pour comprendre la doc. Donc ça permet de… Ben, nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit accessible hein, aux très, très experts et ceux qui débutent, qui ont envie de regarder et de s'initier. Et ça passe par une doc structurée, d'où le pipeline. Alors, je ne fais pas attention à moi. OK. D'où la première… OK. D'où ce pipeline qu'on vous présente ici, qui représente le pipeline d'intégration d'un job dans le web. Aujourd'hui, quand quelqu'un soumet une contribution sur un nouveau job, comme GoTest, il me semble, au moment où il va soumettre sa contribution, on va venir déclencher un pipeline qui va vérifier certaines choses. On vous présentera tout à l'heure le pipeline, mais qui va vérifier, par exemple, que le job, il a la bonne structure de documentation et de template. On a un fichier README par job, on a un fichier YAML, bien entendu. On peut avoir un dossier screenshot pour pouvoir afficher une galerie dans la doc. On va venir vérifier est-ce qu'il a une belle structure pour pouvoir ensuite proposer une belle doc, parce que la doc, elle sera buildée automatiquement. On fait aussi d'autres vérifications comme des jobs. On utilise des jobs du hub pour vérifier l'intégration des jobs dans le hub, avec Trivi notamment. On vient aussi vérifier que les jobs qui sont soumis à contribution, ils ne font pas d'opérations malicieuses. Alors ça, c'est à améliorer. Hein. Dans tous les cas, c'est pas une sécurité, c'est pas quelque chose qui est statique et qui est vrai toujours dans le temps. Il faut constamment s'y pencher. Mais on a quand même pensé à ça. Et notamment, ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est est-ce qu'il n'y a pas de commandes étranges comme des guides push ou des choses qui viennent modifier, altérer le code dans un job. Parce que le but d'un job, c'est de faire une tâche précise. Mais en aucun cas, dans un job, on va vouloir que ce job-là, pour l'instant, hein, j'entends, peut-être qu'un jour, il y aura une utilité, mais que dans un job, je vienne modifier le code, je vienne commit et pousse sur le repo, ça, ce genre de choses, on veut les écarter. Et voilà, donc ça, c'est le pipeline qui est en cours de construction. Il y a quelques étapes qui sont pensées, mais qui ne sont pas encore implémentées. Mais ce qu'on veut proposer, c'est un pipeline de qualité pour intégrer des jobs et ensuite les proposer à tout le monde, à ceux qui veulent utiliser le hub. Exact. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Et en parallèle, donc j'ai vu la question. Effectivement, les pipelines Grid API ne sont pas publics. Je suis en train de les passer publics en parallèle, mais je vérifie quand même qu'il n'y ait pas un token qui ne soit pas masqué qui traîne. Je pense que non, mais je vais le… Ouais, non, c'est bon. C'est bon, tout est masqué. Donc, j'ai passé les pipelines publics. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'étaient pas. Donc là, vous avez accès à tous les pipelines de Grid API. Et alors, ce dont vous parlez, Aurélien, pour revenir… Alors, comme en même temps, je parle des pipelines de Grid, pour pas qu'il y ait de confusion. Exact, tu as raison. Le pipeline que vous parlez, Aurélien, en fait, c'est un pipeline qui est lancé sur les jobs du hub, pour valider les jobs du hub. Donc là, on n'est plus dans le projet qu'utilise le hub, on est vraiment sur le hub pour garantir une qualité. Sur le projet hub à 50 étoiles, c'est ça? C'est celui-là 50 étoiles depuis tout à l'heure. Exact, c'est ça. Voilà. Donc c'est ce pipeline-là. C'est ce pipeline-là qui est lancé et qui doit être vert. Alors, je vous explique un peu le déroulé. Qui est lancé quand il y a une merge request pour un nouveau job, donc des tests statiques, un project setup. Alors ça permet de créer, admettons, un nouveau job s'appelle Go Unit Test. Si le job est validé, on va venir créer un label dans GitLab qui s'appelle Go Unit Test, sur lequel on va rattacher les issues pour pouvoir linker. Voilà, c'est la façon qu'on a trouvé aujourd'hui dans le mode monorepo sur GitLab, pour pouvoir linker les issues au nom de job. Donc, on appelait ça Project Setup. Comme disait Thomas, les stages, on peut vraiment faire ce qu'on veut sur GitLab. Celui-ci, il n'existe pas dans le projet, mais c'est vrai que c'est un bon exemple. Mais vous pouvez en créer un stage comme bon vous semble. Après, on a un build MKDoc, parce qu'on ne vous a pas dit, mais la doc qu'on vous présente, c'est du Markdown, qui est du coup buildé avec le framework qui s'appelle MKDoc, et la librairie matériel for MKDoc pour certains composants et que ce soit un peu plus joli. Et tout ça, c'est buildé
avec le contenu du README qui est proposé et qui est fourni par le contributeur. D'où l'importance de venir vérifier ici, attention, je prends les manettes, le job structure. Voilà, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans la structure, on sera incapable de proposer la section variable et du coup, on va mettre un stop parce que ce qu'on veut, c'est il faut expliquer quelles sont les variables qu'on peut surcharger dans le job qui est soumis. Voilà, typiquement, ça sert à ça. Après, on lance des tests dynamiques qui vérifient qui donnent une note sur le SEO et la navigabilité, ça dit. Ouais, si le site, vous comprenez. Si le site il est accessible en mode mobile, qu'est-ce que ça rend en mode desktop et il donne des notes. Et après, on deploy sur page et on crée une nouvelle release. Ouais, parce qu'effectivement, ce qu'on ne vous dit pas non plus, ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que là, tout ce que vous voyez ici, c'est déployé sur GitLab page. Donc, on est tout le cycle du hub aujourd'hui. Il ne faut pas que GitLab tombe aujourd'hui. Non, je ne veux vraiment pas de GitLab. Aujourd'hui. Mais demain, on va vous en parler après, cette architecture. Là, on voulait, alors je m'avance un peu, mais là, on voulait vraiment valider un peu que ce type de hub était utile. Donc, ce qu'on est en train de faire en ayant des retours, en ayant beaucoup de feedback. Mais demain, on va avoir une infrastructure plus qu'on gère nous-mêmes et pas se reposer entièrement sur le GitLab. Mais on en parle un peu plus tout à l'heure. Sur les releases, petite chose intéressante, si ça vous intéresse et que vous voulez être au courant des nouveaux jobs, à chaque release, donc quand ce pipeline se passe bien, ça veut dire qu'il y a un nouveau job qui va être mis dans le catalogue, soit un nouveau job ou une nouvelle version. Eh bien, on a notre petit R2 bot que vous voyez sur Discord qui nous envoie une petite notif en disant voilà, il y a un nouveau job de disponible et avec le lien pour y accéder. Voilà. Donc ça, si vous nous rejoignez sur Discord, il y a un channel qui s'appelle Update. Je crois qu'il n'y a que lui qui peut publier. Où on retrouve tout l'historique, le changelog de la version et un lien vers le nouveau job. Et ça crée aussi la release dans GitLab. Ça. Et d'ailleurs, bonjour à Endion, qui je pense nous suit ce soir. Ok. Donc le pipeline, il est toujours en cours. On peut peut-être avancer sur la partie contribution. Ouais. On peut revenir sur. Alors tout se passe sur le slide. Ouais, sur le site. Du coup, sur la partie contribution, alors on a créé un guide de contribution qui décrit deux choses, qui décrit d'abord la structure d'un job. La structure d'un job, comme on l'entend, nous, sur le hub, parce qu'il y a la structure du job au niveau GitLab et les règles GitLab, mais nous, pour pouvoir être implémenté dans le hub et utilisé par le hub, on a aussi défini une structure pour chaque job. Donc d'abord avec la définition du job, où là on est vraiment sur le fichier YAML qui contient le job purement. Donc on décrit tout ce qui est requis, les métadonnées d'un job. Donc chaque job s'accompagne d'un fichier job.yaml qui décrit les caractéristiques du job, donc toutes ces métadonnées en fait. Voilà, là vous avez un exemple là, avec le nom du job, sa description, son stage par default, un emoji lié, parce que vous avez dû remarquer, mais on aime bien les emojis, on en met un peu partout. Le pseudo du maintainer sur GitLab, la licence et des labels. Là, les labels, c'est libre aujourd'hui, c'est des labels qui décrivent le job. C'est vrai que du coup, tout ça, là, si on reprend n'importe quel job dans la doc pour voir le rendu, mais ça permet de construire, remonter, voilà. Par exemple, les labels, ils arrivent ici, la licence, ça arrive là, voilà. C'est pour ça que c'est des choses qu'on vérifie dans le pipeline d'intégration, je crois que c'est dans la partie de job structure, si le job, il a une bonne tête, pour pouvoir proposer ce standard de doc. En plus de ça, on a la partie README. Donc, en gros, dans la doc ici, comme vous disait Aurélien, il y a plein de parties qui viennent des métadonnées. Mais la partie du milieu, donc à partir de objectif jusqu'à la licence, en fait, ça, c'est le readme.md. On prend le readme.md, on le met dans le template, tout
tout autour, on remplit avec les métadonnées. Donc ce readme.md, ben, on met un exemple de ce qui est agréable pour les utilisateurs en fait d'avoir comme information. Ensuite, on a la partie job changelog. Donc là, ben, pour maintenir un changelog de chaque version. Et la partie job screenshot. Parce que ça, il me semble qu'on ne vous en a pas montré. Sur Lighthouse, peut-être. Ouais, exact, sur Lighthouse. Voilà, si vous ajoutez des screenshots ou des images dans le job pour montrer à l'utilisateur, en fait, tous les jobs ne se prêtent pas à avoir des images, hein, mais si c'est le cas, via le répertoire screenshot, ça build automatiquement une galerie comme ça. Donc là, il y a une seule image, mais vous pouvez en avoir plusieurs. Ok, donc ça, c'était pour la structure d'un job. Et ensuite, on a la partie Create or Update and Job, qui là va décrire plusieurs choses. D'abord, le workflow de contribution. Alors, il faut savoir que ce workflow de contribution, donc, on commence à avoir plusieurs contributeurs qui l'ont utilisé, mais on est complètement ouvert au feedback, enfin, et même on encourage grandement le feedback, les retours pour pouvoir l'améliorer, pour pouvoir aller au plus simple. Donc, la première partie, bah, c'est le workflow de contribution. Donc, on ne va pas le détailler là tout de suite, mais passer par un fork, faire les modifs dans le fork, créer sa merge request dans le repo du hub, parce que tout se passe à travers le monorepo du hub aujourd'hui. Hein. Donc ensuite, on a des courtes sections guidelines, vraiment les choses requises, les choses obligatoires techniquement. S'il n'y a pas ça, ben, le job ne pourra pas marcher à travers le hub. Le pipeline ne passera même pas. Ouais, exact. Ouais, voilà, le pipeline du hub sera rouge. Et ensuite, on a une section best practice où là, alors là, ça dépasse même un peu le côté hub. C'est plus un peu à travers toutes nos expériences d'avoir créé des jobs GitLab, mais quels sont ce qu'on a identifié comme les best practices pour créer un job. Et alors là, pareil, hein, toutes les expériences sont intéressantes. Donc, si vous avez des retours, on prend avec grand plaisir. Donc, on décrit comment utiliser les variables à travers un job, comment sélectionner une image Docker de base de qualité pour un job. Dans les artefacts, comment intégrer ces artefacts dans GitLab avec plusieurs niveaux. D'abord, j'intègre à travers un report, ensuite j'intègre à travers un lien, et enfin, j'intègre pas. Enfin, je spécifie juste que c'est un artefact. Comment garder un job générique. Donc ici, je pense que c'est même des sections qui peuvent vous intéresser, même si ce n'est pas pour créer un job du hub, juste vous voulez créer un job GitLab, ça peut être intéressant. On a une section Compliance with Another Job. C'est vrai que ça, on n'en a pas parlé, mais aujourd'hui, les jobs du hub, ils sont faits au maximum pour fonctionner ensemble. Là, tout de suite, j'ai deux exemples. Par exemple, tous nos jobs qui vont builder du HTML, qui vont builder une documentation, si vous incluez ce job plus GitLab page, ils vont savoir fonctionner ensemble. Et en fait, le premier va écrire dans un répertoire que connaît GitLab page, et donc GitLab page va savoir qu'il faut aller chercher la doc dans ce répertoire pour la publier. Donc, vous incluez les deux jobs, il n'y a pas besoin de configurer la façon dont ils parlent ensemble, ça fonctionne. Un autre exemple, c'est notre job Docker Build et Trivy Image. Docker Build, alors comme son nom ne l'indique pas, on se base sur Canico pour builder l'image et la publier dans le registry qui est lié au projet GitLab. Si vous utilisez Docker Build et Trivy Image, vous avez juste à les inclure, et Docker Build donc, va builder, publier, et Trivy Image, l'image Docker qui va tester, pour tester les vulnérabilités, il va, par défaut, il va aller la chercher dans la localisation par défaut que la publie le job Docker Build. Donc, tous ces jobs-là, ils sont prévus pour fonctionner ensemble. Il n'y a pas besoin de les brancher. Par défaut, ils sont connectés. Et voilà. Et à la fin, dans le contributing, on décrit un peu comment tester les jobs. Cette partie mérite un peu d'être étoffée, mais c'est un des sujets en cours. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil à ce contributing guide et nous faire des feedbacks. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là, exact.
Pendant ce temps, le pipeline doit être fini. Donc voilà, on a notre pipeline que je ne vais pas redécrire parce que c'est exactement le même que tout à l'heure, mais qui a été obtenu grâce à un fichier déjà beaucoup plus court et qui décrit des jobs en fait qui sont dans un endroit avec une documentation centralisée et versionnée clairement. Donc là, au lieu d'avoir un pavé de mélange de configuration à travers les options YAML, script, shell, vous retrouvez ce job dans cette version sur le hub. Vous avez une documentation claire sur ce qu'il fait, comment il fait, et voilà. On parle beaucoup là, mais est-ce que vous avez des... On est lancé. Est-ce que vous avez envoie des messages dans le chat, t'as su les capter, moi. Mais est-ce que vous avez des questions, des remarques, des choses où on est allé un peu vite, que vous n'avez pas compris, où on peut même creuser sur l'utilisation du hub, ou même ce que vous avez pu voir de la doc? Bon, du coup, on poursuit. N'hésitez surtout pas. C'est pas évident, mais comme disait tout à l'heure François, d'être devant une classe où on voit personne. C'est vrai. On parle tout seul devant notre caméra. Il y a peut-être personne. Ah oui, du coup, tout à l'heure, je vous ai parlé de quelque chose qu'on n'a pas encore regardé, c'est les reports dans la merge request. Alors là, ce que je vais vous montrer, ça sort un peu du... Alors, la fonctionnalité de base, c'est pas apporté par le hub, c'est une fonctionnalité GitLab. Merci, Metavarjo. Du coup, c'est pas une fonctionnalité qui est apportée par le hub, c'est une... quelque chose qui est proposé par un GitLab, mais qu'on exploite. Exactement, qu'on exploite, et on fait en sorte que notre job l'exploite au maximum. Donc, c'est les reports GitLab dans la merge request. Donc, il y a plusieurs choses. Bon, déjà, notre job Helm Review, il publie, il déclare dans GitLab quel environnement il déploie. Donc là, on a le nom de l'environnement et on a un lien en accès rapide vers le job. Alors bon, c'est du back-end, donc c'est pas ultra fun à montrer. Mais normalement, ici, si je fais grid, je vais recevoir la liste des grilles. Mais forcément, comme on vient de créer un environnement, c'est vide. Alors, je vais tenter un truc. L'effet démo. Je vais tenter un truc en effet démo. Ah, ça a marché. Donc, mon environnement de review, il a déployé aussi la partie front-end. C'est ce qu'on donne aux clients pour qu'ils testent la nouvelle feature back qu'on a ajoutée, mais qu'il la teste en intégralité. Voilà. Donc là, il peut tester. Donc là, on voit que j'ai voulu jouer 2 fois en rond, j'ai voulu tricher, donc je suis prévenu. Donc, bon. Enfin, voilà, dans le cadre de la correction d'un bug ou quoi, c'est sexy le backend. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais visuellement, le client il veut un front-end. Souvent. Et bon, voilà. Du coup, ça, c'était pour le lien vers l'environnement de review. Ce qui va surtout nous intéresser ici, c'est la partie report. Donc, on voit, à travers tous les jobs qu'on a inclus dans notre CI, on en a 3 ici qui produisent un report et qui le publient dans la merge request directement. Donc, on a Trivy Dependency, mais celui-là, il n'a vu aucun problème, donc tout est vert. On a Trivy Image, il n'a vu aucun problème non plus, donc tout est vert. Par contre, on a Superlinter qui nous dit vous avez 26 problèmes de lint dans vos fichiers. Donc, ce job, pour info, Superlinter, c'est un job à la base GitHub, qui est beaucoup utilisé dans les GitHub Actions. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a porté pour GitLab dans le hub. Alors, en soi, sur ce qu'il fait, sur le fait de packager linter, de les lancer, on l'a juste porté. Hein, sur cette partie-là, il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée. Par contre, là où est notre valeur ajoutée, c'est sur l'intégration des résultats. En fait, on a converti toute la sortie du Superlinter dans un format, dans le format JUnit pour que GitLab puisse le comprendre et pour que vous puissiez avoir rapidement dans votre merge request la description des erreurs et enfin, un détail sur quel est le problème. Par exemple, là, il n'est pas content parce que mon fichier docker entry.sh, il n'est pas exécutable.
mon Dockerfile, il y a plusieurs problèmes à plusieurs lignes. Par exemple, là, il me dit de ne pas utiliser appliquer upgrade, qu'il faut que je pin les versions au lieu de pas les préciser et de récupérer les tests. Voilà, c'est des exemples d'erreurs qui peuvent remonter et qui sont vraiment intégrées dans les merge requests. Sur ça. C'est vrai que nous, on se sert de la merge request comme on dit souvent que c'est le dashboard du développeur parce qu'on a un workflow qui est assez simple hein, mais qui est précis. On a une issue, on crée une merge request. Après, l'issue, elle est là, ok, mais le développeur et toutes les interactions vont se passer dans la merge request. Donc, on essaye au maximum d'intégrer les choses dans les merge requests. On voit aussi l'entête avec, ça c'est le template de merge request qui permet au développeur de, c'est sa définition du done en fait, ce qu'on peut entendre dans l'agile, de bien sûr développer la solution parce que ça parlait souvent de développement, de la tester, de mettre à jour la documentation. Parfois, il n'y a pas besoin, mais on sait que voilà, on va l'aider à ne pas l'oublier et à dire oui, c'est vrai qu'il y avait la doc, je l'ai fait, ou il n'y avait rien à faire, mais j'y ai quand même pensé. Donc, la merge request, c'est un outil super puissant. On retrouve aussi tous les commits qui ont été faits, les pipelines qui ont été lancés, les changes. Donc, voilà. Après, une autre chose qu'on n'a pas vu dans la merge request, c'est la partie reviewer. On peut assigner en review. Donc, par exemple, pour moi, je vais voir la merge request, je vais pouvoir la tester comme on a vu le morpion juste avant. Si c'est OK pour moi, eh ben je valide, ça close la merge request et ça détruit l'environnement de review. Voilà. Et tout se passe, notre interaction entre développeurs, une fois que l'issue est créée et pour tout le travail à mener, est dans la merge request, que ce soit dans les reports et même pour clôturer le travail. À travers le hub, on s'inscrit vraiment là-dedans en essayant de reporter au maximum d'informations dans la merge request à travers les jobs. Exact. Ok. Sinon, il n'y a pas de questions sur cette partie-là, donc on peut continuer sur les slides. Ok. Alors, on l'a peut-être abordé, mais c'est bien de refaire un point sur notre modèle en fait, du hub. Aujourd'hui, on a R2 DevOps qui est un produit qui propose un hub aujourd'hui, mais on a envie de développer des choses autour. Mais d'abord, notre modèle quel est notre modèle? Vous l'avez peut-être vu, mais on est assez fan de tout ce qui est open source. Donc, tous les jobs, ils sont open source. Donc, vous pouvez utiliser, soumettre des modifications. Ça nous permet aussi, comme je disais au départ, c'est que on n'a pas toutes les connaissances et on veut partager et on veut aussi recevoir de ceux qui connaissent d'autres technos pour les mettre à contribution et aussi qu'ils soient utilisés par d'autres personnes et la communauté de développeurs. On essaye de cadrer quand même ce qu'on fait un minimum. Notamment, je parle souvent de ça, mais c'est très parlant. Hein, c'est comme un front-end pour un client, c'est très parlant. Mais la doc et la structure de la doc, mais on essaye d'être comme ça sur tout ce qu'on fait, de laisser quand même le champ ouvert pour toute personnalisation, modification, mais de poser un cadre pour pas que ce soit le bazar et que la doc, on puisse s'y retrouver rapidement. Et aussi sur la partie contributing qu'on a ouvert en fin d'année, on est très content parce que du coup, ça provoque des échanges, ça provoque des questions. On commence à partager avec des personnes qui avaient eu la même idée et qui nous disent souvent j'ai eu la même idée, mais par manque de temps, je ne l'ai pas maintenue ou j'ai pas cru, j'ai pas poussé, et qui du coup sont en train de migrer et nous partager leurs connaissances sur des connaissances techniques qu'on n'a pas au sein du hub. Donc ça, c'est top, c'est super satisfaisant. Voilà, donc globalement, notre modèle, c'est celui-ci. Comme l'a dit Thomas, on est en mode monorepo. Ça permet des choses, hein, on pourrait très bien, et on l'envisage, de proposer ce hub. Nous, on l'a en interne, même pour toute la communauté de développeurs qui nous suit, mais on pourrait très bien proposer ce hub en interne d'une équipe projet ou d'une entreprise pour cadrer et avoir un certain standard de leur job CI/CD pour leur projet. Que ce soit sur la documentation, que ce soit sur l'utilisation ou même sur les règles de job via le pipeline de qualité que je vous ai présenté tout à l'heure en disant moi, tous mes jobs, je veux que mon équipe projet aille les chercher dans le hub, dans mon instance. Et ce qui me garantit la qualité des jobs, c'est le pipeline de qualité qu'on a créé tous ensemble avec l'équipe
Je sais que mon équipe projet, elle n'utilisera pas des images, je vais dire une bêtise, hein, mais des images Docker inférieures à la version 3. Voilà. Mais ça permet de proposer ce genre de choses pour sécuriser les développements et le processus de développement. Donc aujourd'hui, on est en mode monorepo. C'est une bonne transition, je pense, pour la suite, parce qu'on a, on a d'autres idées. Juste le chemin qu'on a fait, on a créé ce hub pour nous en interne, on l'a ouvert, on a vu qu'il y avait de la contribution, on a vu que ça intéressait. On rend les choses paramétrables et du coup, c'est super intéressant. On a envie d'aller plus loin. Donc déjà, d'une, de faire grandir la communauté. Donc rejoignez-nous et posez-nous des questions, contribuez, partagez-nous vos usages, les limites que ça peut avoir, parce que nous, on est dedans, mais de temps en temps, on reçoit un message de quelqu'un qui découvre et qui nous fait nous poser d'autres questions et nous remettre en question. Donc, c'est un peu perturbant, mais c'est nécessaire et c'est très enrichissant. Et il faut qu'on continue à écouter. Ensuite, on a envie, comme je vous disais, c'est de faire des POC, soit dans des écoles ou même dans des entreprises, pour leur proposer un entrepôt central, donc ce hub de qualité. La phase après, qui va être un défi technique, mais qu'on a envie de faire très rapidement, parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit Thomas, on est basé essentiellement sur GitLab, avec du GitLab Pages pour le déploiement, tout est autour de GitLab, du MKDoc, donc de la doc en Markdown, qui est très bien, enfin c'est super accessible en local, même pour les développeurs, mais ça a ses limites. Et les limites, on les a vues. Du coup, on est en train de réfléchir à une architecture orientée microservices avec une stack qui serait en Go et en React. On va explorer des horizons qu'on ne connaît pas forcément, mais qu'on a envie d'aller voir. Donc ça, c'est la phase 2 qui va démarrer très bientôt, qui démarre déjà dans nos têtes, mais les premières lignes de code vont pas tarder. Et après, la phase, donc phase 3, hein, peut-être qu'il y aura d'autres phases entre deux, mais c'est les grandes lignes. Si vous voulez, aujourd'hui, R2 DevOps, c'est le hub de Job CI/CD, mais autour, on a envie d'ajouter des services vraiment liés au DevOps avec le cœur qui serait les jobs CI/CD. Et la phase 4, on l'a un peu effleuré tout à l'heure, mais vous avez vu qu'on a travaillé essentiellement sur GitLab. On n'était que sur GitLab parce qu'il a fallu qu'on fasse un choix. On s'est dit, quelle plateforme on va utiliser. Il y en a plusieurs, mais on ne pouvait pas être performant et efficace si on avait travaillé sur toutes les plateformes CI disponibles aujourd'hui. Donc, on est parti sur GitLab, mais bien sûr qu'on n'a pas envie d'être uniquement concentré sur la compatibilité avec GitLab, mais on a envie aussi de s'ouvrir à d'autres plateformes, et notamment pour répondre aux besoins de migration qu'on entend souvent, et que peut-être François fera certainement un jour, pour faire une migration des jobs Jenkins ou d'autres plateformes vers une plateforme telle que GitLab ou même GitHub le jour où on sera compatible. Donc, il va y avoir des idées autour de ça, parce que plus on discute, plus on reçoit des cas, j'ai envie de dire du marché, mais c'est plutôt de la communauté de développeurs qui tombent sur des problématiques que nous, on n'a pas rencontrées et qui vont nous servir à ajouter des choses, même à penser le modèle en disant attention, il n'y a pas que du GitLab par exemple, ça c'est évident, mais il faut qu'on s'inspire de ce qui se passe dans la communauté des développeurs. Voilà un peu notre chemin. Jusqu'à l'infini, parce qu'il n'y a pas de fin. Mais voilà les étapes qu'on a envie de mener. Peut-être juste sur la phase 2, pour le mode de multi-repo. Ça, je ne sais pas si on l'a dit clairement, que aujourd'hui, voilà, c'est un repo. Donc, tous les jobs qui sont ajoutés dans le hub, ils font partie de ce repo. Demain, on veut se rapprocher de ce que fait un Docker Hub, ce que fait un Ansible Galaxy. En fait, où le hub, finalement, c'est pas lui qui contient les jobs comme aujourd'hui, c'est juste une porte d'entrée. Et derrière cette porte d'entrée, que chacun puisse linker son repo. Et que cette porte d'entrée, elle référence en fait tous ces repos derrière. Et que ça permette à n'importe qui de dire moi, je veux linker mon repo de job, et que ce repo de job soit accessible à travers le. Alors évidemment, il n'y aura pas de contraintes de sécurité de qualité. Mais ça, l'idée, c'est que les utilisateurs soient prévenus à travers le hub, soient prévenus quand ils vont chercher un job, de quel repo provient ce job et quelle est la qualité du repo, enfin, la qualité des tests sur le repo en question. Mais ça permettra d'ouvrir la contribution et de ne pas être dans ce modèle où on garde
comment dire, une sorte de contrôle où même on pose nos règles qui nous paraissent importantes. Par exemple, je reprends la structure de la doc, mais si vous n'avez pas envie d'expliquer l'objectif, ben, ok. Mais ça, nous, on a envie parce qu'on sait que c'est ce qu'on doit proposer. Demain, si dans le mode multi-repo, le repo est linké et qu'il propose un autre type de documentation, ben, il faut que ce soit possible. Mais il faut surtout que ce soit transparent pour l'utilisateur. Mettons que vous êtes intéressé par un job qui est hébergé chez une entreprise avec qui on est partenaire ou quelqu'un qui a linké son repo. Il faut que vous puissiez voir, OK, je vais utiliser un job de là-bas, de ce repo, mais quelles sont les garanties? Est-ce qu'ils font des tests dessus? Est-ce qu'ils vont regarder les vulnérabilités? Ce genre de choses, tous vos critères qui vous intéressent. Ça, c'est phase 2 aussi. Exact. Exact. Et qu'est-ce qu'on n'a pas dit? C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la partie self-hosted. Alors, pour l'instant, on ne l'a pas posé dans les phases. Hein. Mais on aurait une idée, ce hub, demain, même s'il est en mode multi-repo, ce serait nous quand même ce serait du as a service, qu'on hébergerait le hub en lui-même. On permettra à chacun de venir linker son repo, mais c'est nous qui hébergerons le hub. L'idée, c'est aussi de proposer demain ce hub, mais en self-hosted hébergé chez vous, où là, on n'a plus du tout la main mise dessus et on vous donne et c'est vous qui le gérez. Alors là, bon, c'est un projet, hein, il y a encore plein de questions en termes de potentielle licence, on ne sait pas du tout. Là, on serait plus sur un modèle open source parce qu'on sait que ça va intéresser des entreprises. Enfin, le hub, lui, sera open source, mais le fait de les héberger, on sait que ça va intéresser souvent des entreprises qui veulent tout avoir en interne et donc pas compatible avec l'open source forcément. Mais voilà, on a plein de pistes de travail. Et sur les slides, on est bon. Ben, on a partagé, on vous a partagé ce qu'on voulait partager. Écoutez, je suis remonté exprès parce que j'ai commencé à sentir que c'était bon, que vous aviez un... C'était peut-être pas le dernier slide, mais qu'on n'était pas loin en tout cas. Ouais, bah, le dernier, c'est celui-là. Donc, bien vu. J'allais dire c'est les bisous, mais on ne peut pas, c'est les salutations. C'est pas non plus la bière et la pizza. C'est pas non plus. Ouais. Malheureusement. Ou chacun chez toi. Ouais, n'est pas la bière et la pizza, mais néanmoins il est 20h moins 12, du coup théoriquement on va finir largement à l'heure pour que tout le monde puisse aller manger tranquillement. Eh ben. Ce qui était, on va dire, un des axes les plus importants. Est-ce qu'il y a des questions? Je vois qu'on a quelqu'un qui s'éclate sur une offre, ça c'est on-premise, voilà, bien évidemment. Et sinon, est-ce qu'il y a des questions dans le chat ou dans les gens qui sont encore là? Là, il y a pas mal de monde finalement hein, qui se sont connectés. Je m'attendais à une défection beaucoup plus grande par rapport à ce qu'on a en ligne généralement. Du coup, merci à tous ceux qui étaient présents, c'était très sympathique. Je vois pas de questions qui sont en train de sortir. Voilà. Hop, je vous repasse comme ça. Voilà. C'est pas très grave, il y avait juste l'interface de StreamYard, mais voilà. Comme ça, je nous passe comme ça. Du coup, on a Thibaut, je partage bien évidemment Thibaut Junior qui dit merci pour la présentation, très sympa. Est-ce que vous voulez dire une dernière chose avant qu'on conclue ça? Parce qu'effectivement, apparemment, il n'y a pas de questions. Oui, bah, ce qu'on veut vous dire, c'est on vous invite à essayer. J'espère que vous avez pu sentir, ou pas encore toucher du doigt, mais sentir que tous les critères, le constat qu'on a fait au départ de la complexité de maintenir un fichier CI, de mettre en place, ou peut-être même si vous avez déjà créé votre pipeline CI et CD, vous avez eu des gouttes à un moment. Donc, essayez, voir si on va dans le bon sens. On essaye de gommer les points durs et d'améliorer ce qu'il faut améliorer. Et nous, on compte surtout sur le retour de tout le monde parce que nous, on en est convaincus, si vous voulez. Hein. Après, on voit avec les gens qu'on discute, mais c'est vrai qu'il y a du monde qu'on croise, on en parle un petit peu. Et on aime avoir ce retour parce que ça nous a fait prendre des décisions qu'on ne regrette pas aujourd'hui. Et on sait qu'il y en aura d'autres. Mais pour ça, on vous invite à essayer. Essayez un job, regardez la doc si ça vous intéresse, publiez un job. Et surtout, dites-nous si ça va dans le bon sens, s'il y a des problématiques qu'on arrive à effacer que vous avez ou pas du tout.
Mais voilà, qu'on arrive à créer cet échange autour de la communauté des développeurs qu'on est ou qu'on était un jour et dont on connaît les problématiques et qu'on veut améliorer. Et puis, pour ce feedback, donc on vous l'a dit, il y a la communauté Discord, mais il y a aussi les issues GitLab. En fait, tout est transparent dans notre développement du hub, sur le projet GitLab, à travers les issues. Vous voyez, même en interne, vous avez accès à toutes nos conversations, en fait. C'est vrai qu'on ne s'en rend pas forcément compte au quotidien, mais ouais, tout est en open. N'hésitez pas à ouvrir une issue, suggérer des choses, on en discutera. Ah, ça a l'air moultement intéressant, notamment de pouvoir venir sur votre Discord, j'espère. Je pense qu'à un moment donné, vous ferez sûrement un choix de restreindre à des channels spécifiques pour les corps développeurs, parce qu'au bout d'un moment, ça va être compliqué, vous savez, quand il y a beaucoup de gens. Je ne doute pas qu'il y aura beaucoup de gens sur votre Discord, du coup, de réussir à avoir des conversations correctes sur Discord, quand ça floude à tout va. Donc, effectivement, non mais ça a l'air très intéressant, effectivement. Alors, moi, je peux pas juger exactement, je suis pas utilisateur de GitLab CI comme on discutait avant, malheureusement, encore stuck avec du Jankin. Mais bon, néanmoins, peut-être que ça arrivera un jour, et j'ai l'impression, vu des réponses dans le chat, que c'était très intéressant. Et que, en tout cas, ça semble correspondre à des problématiques que les gens voient régulièrement. Et puis après tout, c'est pas comme si c'était Kig qui nous avait mis en relation, travaillant lui-même chez GitLab, j'ai sûr qu'il était très content d'avoir ce genre de présentation. Ok. Du coup, bon bah, je vous laisse encore un peu de temps dans le chat si vous avez d'autres questions. Alors merci déjà, merci déjà tous les deux d'être venus faire cette présentation. Je vous remercie notamment parce que c'est grâce au fait que vous avez proposé ce talk et qu'on a été mis en relation par Philippe qu'on peut relancer le Montpellier DevOps. Ouais. Tout simplement parce que en fait, voilà, pour ceux qui sont dans le chat, pour ceux qui se posent des questions de pourquoi les meet-up sont un peu dead en ce moment, c'est simplement que les meet-up, il n'y a pas grand talk à proposer, en fait, tout simplement. Que la plupart des gens qui sont pas de la communauté de Montpellier, en fait, font déjà leur talk dans leur ville, etc. Donc accessible en ligne, donc on va pas leur redemander de les faire. Donc voilà, nous on est intéressés, voilà, on cherche toujours des gens pour faire des talks, des tables rondes, des discussions, etc. Voilà, même si par exemple vous voulez organiser une discussion dans le chat autour de la CI et du CD avec nos amis de GoToScale, on peut tout à fait organiser ça. Donc voilà, moi je passe ma pub derrière, donc effectivement, ne vous inquiétez pas, à un moment, les restrictions seront levées, nous aurons de nouveau accès à des entreprises, des bars, etc. Nous ferons des gros trucs, on refera des soirées pizza après des meet-up, ne vous inquiétez pas. C'est prévu, le physique reviendra. Néanmoins, en attendant, si vous voulez avoir du contenu en ligne qui soit fait dans la communauté de Montpellier, n'hésitez pas à proposer des talks, proposer des gens, etc. Nous, on est les premiers à vouloir faire ça, et surtout, on en a besoin parce que on peut pas réussir à tout faire par nous-mêmes parce que ça demande trop de temps de préparation. Donc voilà, moi c'était mon petit message par-dessus de la partie Montpellier DevOps, Montpellier Rust, Montpellier, plein de choses. Donc voilà, venez vous proposer, ce sera très cool. Et je vous laisse du coup le mot de la fin, messieurs le GoToScale, vu que pas de message dans le chat. À vous de choisir ce que vous avez envie. Eh bien, ok. Merci de nous avoir suivis, de nous avoir accordé du temps. Et je vous invite vraiment à nous rejoindre et à commencer les discussions sur Discord. Vous ne serez pas déçus. Effectivement, petit drop de Discord dans le chat. Vous avez pas votre Discord sous la main? Ah, ça, Si, je vais c'est moi, je vais le redrop dans le chat, tel... Hop. Une fin type Camoulox, c'est possible, on doit pouvoir faire une fin de type Camoulox. Le mot de la fin, très exactement, on peut exactement avoir le mot de la fin. Écoutez, ce qui va se passer, c'est que je vais vous laisser effectivement le mot de la fin type Camoulox. Je vais relancer un décompte de 30 secondes. Et derrière, attendez, moi je peux le faire aussi, c'est pas un problème, mais voilà, je vous sens quand même dans l'idée de se dire on va faire ça. Et derrière, je relance les 30 secondes de countdown et on coupera le live juste après. Alors pour ceux qui sont arrivés en retard, etc., ou qui ne sont, ou qui voilà, qui n'ont pas pu voir le début ou qui n'auront pas pu voir la fin avec des amis, etc., le talk sera en replay sur Twitch et on le prendra aussi sur YouTube à un moment donné. Même si je ne sais pas exactement quand. Et sinon, le mot de la fin,
Écoutez, on va déjà se faire intercepter par Mimimati sur son teckel en B12, et du coup, messieurs, le mot de la fin. Le mot de la fin en mode Camoulox. On n'a pas en... Non, moi je. Bah, alors, je sais pas si c'est vraiment du Camoulox, mais faut être dans l'absurde. C'est ça l'idée? Bon, tu choisis, hein. Là pour le coup, vous pouvez aller dans toutes les directions, c'est le gros avantage, c'est qu'il y a tellement d'options que c'est difficile de savoir, mais... Là, si ICD, ça sert à rien, n'en utilisez pas. Je vais vraiment laisser finir là-dessus. Ah non, A plus tout le monde, on se retrouve sur le Slack. Non, bien sûr que non, mais voilà, nous allons parler de ça. Écoutez, je vous remercie encore, c'était très sympathique. Merci à tous ceux qui étaient en chat. On se revoit au prochain événement qu'on pourra organiser, que ce soit le Montpellier DevOps ou un autre meet-up. Du moment où on aura quelque chose à faire, on relancera quelque chose. Et je vous remercie à tous. Bonne chance. Et bonne soirée, bon repas à tous. Bye. Salut, merci pour l'invite.